les dernières années de sa vie, Michael Jackson ne faisait plus confiance à grand monde. Rongé par la peur d'être trahi, épuisé physiquement et moralement par les procès, les accusations et la pression médiatique, il s'était replié sur un cercle très restreint. Au centre de ce cercle se trouvait un homme, le docteur Conrad Murray, son médecin personnel. C'est lui qui allait devenir le témoin le plus intime de ses angoisses, de ses obsessions et de ses secrets les plus dérangeants. Murray ne se présentait pas comme un simple médecin, mais comme un confident, un ami, presque un frère d'âme. Lorsqu'il fut condamné à 2 ans de prison pour homicide involontaire après la mort du roi de la pop, Murray affirma avoir été la seule personne à qui Jackson se confiait réellement. Selon ses dires, Michael lui aurait révélé des pensées troublantes, des désirs qu'il n'avait jamais osé partager avec d'autres. Il évoqua notamment une fascination inquiétante pour une fillette nommée Harriet, la filleule de Jackson qu'il avait connue alors qu'elle n'avait que 5 ans. Murray affirma que Michael gardait plusieurs photos d'elle dans sa chambre, l'une sur la table de chevet, une autre sur le piano, comme si l'enfant représentait pour lui une forme d'innocence absolue ou un idéal inaccessible. Le médecin raconte que cette obsession l'avait mis mal à l'aise. Sa propre épouse, consciente de la proximité entre Jackson et la famille Murray, lui aurait interdit de laisser la fillette seule avec le chanteur. Murray, embarrassé, aurait tenté d'intervenir, mais Jackson aurait simplement répondu avec son habituelle douceur « Elle est pure, elle est la seule lumière dans ma vie. » Ces mots, s'ils sont authentiques, témoignent d'un rapport confus entre l'admiration et la transgression. Mais Murray ne s'arrête pas là. Dans ses révélations, il affirme également que Michael Jackson avait développé une affection particulière pour son propre fils. Le chanteur, dit-il, aurait conservé une photo de l'enfant et lui aurait caressé les cheveux en disant qu'ils étaient parfaits. Il n'y a pas de preuve concrète de ces propos, mais la simple évocation de ces gestes suffit à entretenir le mystère. Était-ce l'expression d'une tendresse paternelle maladroite ou le signe d'un déséquilibre émotionnel plus profond? Murray, qui oscille constamment entre admiration et accusation, laisse planer le doute. Le médecin prétend aussi que Jackson n'était pas un pédophile, malgré les images d'enfants et les poupées retrouvées à Neverland. Selon lui, ces objets n'étaient pas des symboles d'une déviance, mais des reliques d'un monde imaginaire que Michael refusait d'abandonner. Il collectionnait des poupées offertes par ses fans, des photos d'enfants, d'acteurs ou de danseurs célèbres, non pas pour des raisons sexuelles, mais parce qu'ils incarnaient à ses yeux la pureté et l'innocence perdue de l'enfance. Il n'a jamais fait de mal à personne, affirme Murray. Il cherchait seulement à préserver un monde intérieur où il se sentait en sécurité. Pourtant, ces paroles ne convainquent pas tout le monde. De nombreux observateurs estiment que Murray tente avant tout de blanchir sa propre responsabilité. En se présentant comme le dépositaire des secrets de Jackson, il détourne l'attention de son rôle dans la mort du chanteur. Ce dernier était dépendant du propofol, un anesthésiant puissant que Murray lui administrait pour dormir. Le médecin se défend. « Michael m'a supplié de l'aider. Il ne voulait pas dormir, il voulait s'éteindre pendant quelques heures. » Selon lui, la confiance entre eux était absolue, au point que Jackson aurait déclaré « Toi et moi, nous sommes liés pour toujours, jusqu'à la fin de nos vies. » Ce lien fusionnel, presque mystique, nourrit le cœur du mythe Jackson-Murray. Était-ce une amitié sincère ou une relation de dépendance? Murray se décrit comme un homme pris au piège d'un génie fragile. « Je ne pouvais pas lui dire non. C'était comme soigner un enfant qui souffre. Il te supplie et tu veux juste le soulager. » Ces paroles, empreintes d'empathie, contrastent avec la froideur des faits. C'est bien sous la surveillance de Murray que Michael Jackson est mort. En prison, le médecin a continué à clamer son innocence, tout en multipliant les révélations. Il affirme que Michael voulait qu'il parle après sa mort, qu'il dise au monde la vérité. Cette vérité, cependant, reste insaisissable. Entre la tendresse et la trahison, entre le besoin d'amour et la manipulation, les mots de Murray dessinent le portrait d'un Michael Jackson hanté par sa propre légende, incapable de faire la paix avec son passé. Si les confidences de Conrad Murray ont révélé la vulnérabilité d'un homme prisonnier de ses obsessions, elles ont aussi mis en lumière un autre aspect de la personnalité de Michael Jackson, sa soif désespérée de normalité. Derrière le roi de la pop, adulé par des millions de fans, se cachait un être qui rêvait simplement de marcher dans la rue, d'aller au restaurant ou de flâner dans un supermarché sans être reconnu. Mais pour Michael Jackson, ces gestes ordinaires étaient impossibles. Alors, il inventait des stratagèmes. Murray raconte que, certaines nuits, ils quittaient ensemble la villa de Las Vegas. Jackson se déguisait avec soin. Une perruque blanche, un vieux chapeau, des lunettes épaisses, parfois même un maquillage d'homme âgé ayant subi un AVC. Dans d'autres occasions, il se travestissait en clown, avec un manteau trop large et des gants tachés. Il riait de lui-même dans le miroir, puis murmurait « C'est la seule façon d'être libre ». Ces déguisements n'étaient pas seulement des masques physiques, ils étaient la métaphore d'une vie vécue dans la dissimulation. Selon Murray, ces escapades nocturnes n'avaient rien d'innocent.
Michael cherchait à se confronter au monde réel, à ressentir le frisson de l'anonymat. Il aimait observer les gens dans les bars ou les casinos, parler aux serveuses, plaisanter avec des inconnus. Parfois, il tentait de séduire des femmes, non pas comme la superstar qu'il était, mais comme un simple homme d'une 50aine d'années en quête de compagnie. Murray décrit un Jackson à la fois maladroit et charmant, hésitant à révéler son identité mais heureux, pour quelques heures, d'échapper à l'enfermement de son propre mythe. Un soir, ils auraient rencontré une employée d'hôtel séduite par la douceur du chanteur déguisé. Selon Murray, Jackson aurait pris part à une relation intime dans la suite, avant de s'endormir, apaisé, sans maquillage ni masque. Ce récit, que nul ne peut vérifier, montre combien Jackson cherchait à retrouver le contact humain, celui qu'il avait perdu depuis son enfance, transformé très tôt en produit marketing. Mais ces moments de liberté avaient un prix. Chaque sortie déguisée était planifiée avec une minutie militaire, agents de sécurité, itinéraires secrets, chambres d'hôtel louées sous de faux noms. Murray se souvient, il voulait respirer l'air de la nuit comme tout le monde, mais il savait que s'il retirait son masque, la foule se jetterait sur lui. Ce paradoxe l'a rongé jusqu'à la fin. Il voulait exister comme un homme mais n'était plus qu'un mythe. Au fil des mois, cette double vie s'est intensifiée. Jackson passait des journées entières enfermé, puis des nuits à rôder, se glissant entre la réalité et le rêve. Il confiait à Murray « Quand je mets ce costume, je redeviens vivant. Quand je redeviens Michael Jackson, je meurs un peu plus. » Ces mots résonnent comme le cri d'un être déchiré entre deux identités. L'enfant star qu'on n'a jamais laissé grandir et l'adulte brisé qui tentait de retrouver un sens à son existence. Ces virées nocturnes n'étaient pas motivées par la simple curiosité. Elles traduisaient une forme de thérapie, une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur sa vie. Le déguisement lui offrait un refuge psychologique. Il pouvait être quelqu'un d'autre, oublier la peur d'être jugé, aimé ou haï. Pour quelques heures, il se sentait normal. Mais chaque retour à la réalité était brutal. Murray raconte qu'à la fin, Jackson se confiait à lui comme à un frère « Tu es le seul à pouvoir me comprendre ». Il voyait en son médecin non seulement un gardien, mais un confident silencieux, celui qui connaissait ses faiblesses et ne le jugeait pas. Leur relation dépassait le cadre médical. Elle était marquée par une forme de dépendance émotionnelle. Murray lui-même reconnaît, il ne supportait pas la solitude. Il préférait se cacher derrière un masque plutôt que d'affronter le vide. Ces révélations laissent entrevoir un Michael Jackson tragiquement humain, un homme qui cherchait, sous les couches de célébrité, un simple regard de tendresse. Mais elles révèlent aussi la profondeur de sa détresse psychologique, l'incapacité à faire la paix avec son propre visage, avec son passé, avec son corps mutilé par les chirurgies et la peur du temps. Dans ses déguisements, dans ses jeux de rôle nocturnes, on lit la confession silencieuse d'une âme en fuite. Ce n'était pas seulement une fuite de la foule, mais une fuite de lui-même. Chaque masque portait un fragment de son identité brisée, chaque nuit dans les rues de Las Vegas symbolisait une tentative désespérée de redevenir Michael, l'homme, et non Michael Jackson, la légende. Ces errances secrètes, révélées par Murray, constituent l'un des aspects les plus poignants de ces derniers mois. La recherche de normalité d'un être que la gloire avait condamné à l'isolement éternel. Dans les coulisses de la gloire, Michael Jackson vivait une guerre silencieuse contre son propre corps. Le public voyait un artiste capable de danser avec une énergie surnaturelle, d'enchaîner des performances de plusieurs heures, d'improviser comme un dieu sur scène. Mais derrière ce miracle physique, il y avait la douleur, l'épuisement et surtout une dépendance croissante aux médicaments. Cette lutte invisible allait devenir l'un des éléments centraux de sa tragédie. Selon le témoignage de Conrad Murray, Jackson souffrait depuis des années d'insomnie sévère. Il ne dormait que 2 ou 3 heures par nuit, parfois moins. Les tournées, la pression médiatique, les procès et la peur constante d'être ridiculisé avaient détruit son équilibre. Il racontait à Murray « Mon esprit ne s'arrête jamais. Je ferme les yeux, mais la musique continue. » Pour calmer cette tempête intérieure, il cherchait refuge dans les anesthésiants. Le plus redoutable d'entre eux était le propofol, un puissant médicament utilisé normalement dans les blocs opératoires pour endormir les patients avant une intervention chirurgicale. Michael l'appelait son lait blanc, à cause de la couleur du liquide. Il le considérait comme le seul moyen de dormir profondément comme un enfant. Mais il ne s'agissait pas d'un simple somnifère. Le propofol provoque une anesthésie complète, qui peut entraîner un arrêt respiratoire si la dose n'est pas strictement contrôlée. Murray affirme qu'il avait tenté à plusieurs reprises de sevrer Jackson, mais que celui-ci le suppliait de continuer. « Si je ne dors pas, je mourrai ». Ce paradoxe cruel résume tout le drame du chanteur. Il voulait dormir pour survivre, mais ce sommeil artificiel l'a conduit à la mort. Au fil des années, Michael avait développé une tolérance extrême à de nombreux médicaments, analgésiques, anxiolytiques, somnifères. Les rapports d'enquête ont montré qu'il possédait une véritable pharmacie personnelle.
Il consultait plusieurs médecins en même temps, utilisant jusqu'à 9 pseudonymes différents pour obtenir des ordonnances sans éveiller les soupçons. Son obsession pour le contrôle de la douleur était telle qu'il connaissait les noms chimiques des substances, leurs effets secondaires et la durée exacte de leur action. Certains praticiens, séduits par son charisme ou par la promesse d'un cachet astronomique, se prêtaient au jeu. Ils fermaient les yeux sur l'évidence. Michael Jackson était un malade dépendant, prisonnier de son propre système. Le plus célèbre d'entre eux, le dermatologue Arnold Klein, lui aurait prescrit de fortes doses de Demerol, un opioïde puissant, censé calmer les douleurs liées aux interventions cutanées. Ces traitements successifs ont fragilisé son organisme au point de provoquer des troubles cardiaques et neurologiques. Conrad Murray se défend encore aujourd'hui. Il affirme n'avoir jamais voulu l'empoisonner mais simplement répondre à ses appels à l'aide. Il raconte les dernières heures avec précision. Il voulait dormir. J'ai préparé la dose habituelle, je l'ai laissé se détendre. Quelques minutes plus tard, je l'ai trouvé immobile, sans pouls. J'ai tout essayé mais il était déjà parti. Ces mots, qu'il a répétés devant les tribunaux, sonnent à la fois comme une confession et une prière. Les experts légistes, eux, ont été formels. La mort de Michael Jackson résulte d'une overdose aiguë de propofol administrée sans surveillance médicale adéquate. Murray a été reconnu coupable d'homicide involontaire car il avait laissé le chanteur sans assistance respiratoire. Pourtant, la question morale demeure, le véritable responsable était-il le médecin ou la star elle-même enfermée dans un engrenage de dépendance ? Les proches de Jackson décrivent une scène pathétique. Un homme au visage creusé, incapable de dormir sans perfusion, entouré de seringues et de fioles. Ses assistants racontent que parfois, il se réveillait en pleine nuit, paniqué, et murmurait « Pourquoi je ne peux plus rêver ?» Il ne rêvait plus, parce qu'il ne dormait plus naturellement depuis des années. Cette quête désespérée de repos révèle une souffrance bien plus profonde. La peur de la chute, la peur de vieillir, la peur d'être oublié. Le sommeil, pour Jackson, symbolisait le retour à une innocence qu'il avait perdue. Chaque injection devenait une tentative de fuir la réalité, d'entrer dans un monde sans douleur, sans jugement, sans public. Le drame de Michael Jackson, c'est d'avoir transformé la médecine en refuge émotionnel. Ses médecins étaient ses confesseurs, ses perfusions, ses prières, ses cachets, ses illusions de paix. Dans cette spirale, Conrad Murray n'était qu'un acteur de plus. Un homme entraîné dans le tourbillon d'un génie autodestructeur. À travers cette dépendance, c'est tout le système qui se dévoile. L'industrie du spectacle qui pousse ses idoles jusqu'à la rupture, la solitude des stars prisonnières de leur image et la frontière floue entre soins et complicité. En cherchant à guérir ses insomnies, Michael Jackson a trouvé la mort. Mais dans cette mort, il a aussi laissé une leçon. Celle d'un artiste qui voulait seulement dormir et qu'on n'a jamais laissé en paix. Au fil des années, Michael Jackson s'était progressivement enfermé dans un monde fait de silence, de rideaux fermés et de méfiance. Ses gardes du corps personnel, Bill Whitfield et Javon Beard, qui l'ont accompagné jusqu'à ses derniers mois, ont raconté cette lente descente dans la solitude avec une précision bouleversante. Leurs témoignages, publiés après sa mort, décrivent non pas la vie d'une star, mais celle d'un homme traqué, dont la gloire s'était transformée en cage dorée. Selon eux, Michael ne vivait plus comme un être humain ordinaire. Ses journées commencèrent souvent au crépuscule et ses nuits s'étiraient jusqu'à l'aube. Il dormait peu, se nourrissait peu et passait des heures à contempler des objets d'art, à relire des lettres de fans ou à écouter des enregistrements de ses anciennes tournées. Il disait parfois « C'était le seul moment où j'étais heureux ». Ce passé, devenu son refuge, l'éloignait de plus en plus du présent. Whitfield se souvient qu'à chaque déplacement, les mesures de sécurité étaient extrêmes. Les voitures étaient de blindés, les itinéraires changeaient à la dernière minute, les téléphones retirés pour éviter toute interception. Jackson craignait d'être suivi, espionné ou même assassiné. Il ne faisait confiance à personne, pas même à certains membres de son entourage artistique. Ses gardes disaient que lorsqu'il sortait, il portait des masques chirurgicaux, des lunettes noires et des perruques différentes selon le jour. Il se déguisait non seulement pour éviter la foule, mais aussi pour échapper à ses propres démons. Cette paranoïa ne venait pas de nulle part. Pendant des années, les tabloïds l'avaient harcelé. Les procès l'avaient détruit et les accusations d'abus d'enfants avaient terni à jamais son image. Partout où il allait, il voyait des caméras, des espions, des traîtres potentiels. Ses gardes racontent que parfois, au milieu de la nuit, il les réveillait pour vérifier que les fenêtres étaient bien fermées ou que personne ne rôdait autour de la propriété. « Je sens qu'on m'observe », disait-il d'une voix tremblante. Pour tenter d'apaiser son angoisse, il s'entourait d'objets qui lui rappelaient un monde plus simple. Des jouets, des peluches, des livres pour enfants. Sa maison ressemblait à un musée figé dans le temps, où les murs semblaient murmurer le souvenir de Neverland, son ancien paradis perdu. Mais même ces symboles d'innocence n'arrivaient plus à combler le vide.
Ses gardes du corps décrivent aussi un père profondément protecteur mais distant. Il aimait ses 3 enfants, Prince, Paris et Blanquette, d'un amour absolu, mais il les gardait coupés du monde extérieur. Ils portaient souvent des masques pour cacher leur visage lorsqu'ils sortaient. Les rares fois où la famille allait au restaurant, Michael exigeait des salles privées et faisait servir les plats dans des assiettes stérilisées. Il craignait que quelqu'un puisse les empoisonner ou les photographier en secret. Cette peur constante avait transformé sa vie en un rituel d'isolement. Ses gardes se rappellent d'un soir où il leur confia « Je me sens comme un fantôme vivant. Tout le monde me voit, mais personne ne me connaît. » Ces mots résument la tragédie d'un homme qui, après avoir conquis le monde, ne pouvait plus appartenir à aucun lieu. Malgré cette angoisse, ceux qui l'ont côtoyé assurent que Michael restait d'une gentillesse désarmante. Il remerciait toujours ses gardes, leur offrait parfois des cadeaux et s'inquiétait de leur famille. Lorsqu'ils devaient parcourir des milliers de kilomètres pour le protéger, il leur disait « Vous êtes mes anges gardiens ». Mais derrière son sourire, il sentait un gouffre immense, une tristesse sans fond. Certains soirs, pour briser la solitude, il leur demandait simplement de rester à ses côtés dans le salon, sans parler. Il écoutait de la musique, parfois ses propres chansons, parfois des airs classiques. Les gardes racontent qu'il fermait les yeux, se balançait doucement et murmurait « Vous entendez ça? C'est la seule chose qui ne me trahit pas ». La musique était sa dernière amie, la seule qui ne le jugeait pas, la seule qui ne le quittait jamais. Les confidences de Whitfield et Beard dressent ainsi le portrait d'un homme fragile, hypersensible, qui cherchait désespérément un peu de paix dans un monde qui ne lui en offrait plus. Il n'était plus le roi du pop, mais un prisonnier de son image, de ses cicatrices et de sa peur du regard des autres. À la fin, disent-ils, il vivait comme un fantôme entouré de murs invisibles. Il riait parfois, jouait avec ses enfants, mais dès que la nuit tombait, la peur revenait, implacable. Il ne voulait plus être Michael Jackson, mais il ne savait plus être autre chose. C'est dans cette atmosphère de solitude et de méfiance que son destin s'est scellé. Car lorsqu'il fermait les yeux pour échapper à la réalité, ce n'était pas seulement pour dormir, c'était pour fuir le monde. Le 25 juin 2009, le monde s'arrête. Michael Jackson, le roi de la pop, l'homme aux 1000 visages, est retrouvé inanimé dans sa demeure de Holmby Hills à Los Angeles. Quelques heures plus tard, les chaînes d'information du monde entier diffusent la nouvelle. Michael Jackson est mort. L'onde de choc est planétaire. Des millions de fans pleurent dans les rues, allument des bougies, chantent « Heal the World » ou « Man in the Mirror » à voix basse. Pourtant, derrière ce deuil collectif, une question hante encore les consciences. Comment un génie si grand a-t-il pu mourir si seul ? Les premières heures qui suivent son décès sont chaotiques. Les ambulanciers constatent l'arrêt cardiaque, puis le transport précipité vers l'UCLA Medical Center. Conrad Murray, son médecin personnel, est présent, désemparé, essayant désespérément de le ranimer. Mais les médecins déclarent la mort à 14h26. Le rapport officiel indique une overdose de propofol administrée dans des conditions dangereuses. Le monde découvre alors l'envers du décor, un homme fragilisé, épuisé, dépendant à des médicaments destinés au bloc opératoire. Les jours suivants, la confusion s'installe. Certains fans refusent d'y croire, persuadés qu'il s'agit d'une mise en scène. D'autres réclament justice, accusant Murray d'avoir assassiné leur idole. En 2011, le médecin est reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 4 ans de prison. Mais pour beaucoup, cette sentence n'efface pas la douleur. Car derrière le procès, une vérité plus sombre persiste. Michael Jackson était devenu victime du système qu'il avait lui-même alimenté. Au moment de sa mort, il préparait son grand retour sur scène, la tournée This Is It, censée être sa renaissance artistique. Les répétitions avaient montré un artiste perfectionniste, exigeant, encore capable de danser avec grâce malgré la fatigue. Mais le corps ne suivait plus. Il pesait à peine 50 kilos, souffrait d'une extrême anxiété et d'un besoin viscéral de plaire. Ses collaborateurs décrivent un homme oscillant entre euphorie et désespoir, entre espoir de rédemption et peur d'échouer. Lorsque les images de ses funérailles sont diffusées, le monde entier reste suspendu. La voix de Brooke Shields tremble, celle de Stevie Wonder s'élève en prière. Paris Jackson, sa fille, prononce une phrase qui bouleverse la planète « Papa était le meilleur père du monde ». En un instant, le mythe devient humain. Mais même mort, Michael Jackson continue de fasciner, de diviser, d'émouvoir. Son héritage est immense, aussi bien artistique que culturel. Il a brisé les barrières raciales, redéfini le clip musical, fusionné la danse, le cinéma et la pop dans une alchimie unique. Des générations entières d'artistes, de Beyoncé à The Weeknd, de Bruno Mars à Chris Brown, se réclament de lui. Pourtant, son ombre plane encore, accusations, procès, documentaires, controverses. Le roi n'est plus, mais son fantôme hante toujours la culture mondiale.
Ce qui reste, au-delà des polémiques, c'est la dualité d'un homme. Le génie et la douleur, la lumière et l'obscurité, l'enfant éternel et l'icône brisée. Ces chansons, souvent perçues comme des hymnes à la paix et à l'amour, résonnent aujourd'hui comme des confessions cachées. Dans Leave Me Alone, il implore qu'on le laisse respirer. Dans Earth Song, il pleure la souffrance du monde comme s'il y voyait sa propre tragédie. Chaque note est une blessure transformée en beauté. Son héritage dépasse la musique. Michael Jackson a incarné la modernité, l'obsession de la perfection, la solitude des idoles. Il a ouvert la voie à une génération d'artistes conscients du prix de la célébrité. Son histoire rappelle que le succès peut devenir une prison dorée et que le génie ne protège pas de la douleur humaine. Aujourd'hui encore, des millions de fans entretiennent sa mémoire. Ses clips continuent de battre des records de vues, ses pas de danse sont imités par des enfants nés après sa mort et son visage, figé entre l'enfance et la légende, reste l'un des plus reconnaissables au monde. À Neverland, devenu lieu de pèlerinage, les roses et les messages d'amour s'accumulent chaque 25 juin. Et pourtant, derrière tout cela, plane une question essentielle. Michael Jackson a-t-il jamais trouvé la paix? Peut-être que non. Mais à travers sa musique, il a offert au monde une part de lui-même, un cri universel de beauté et de douleur. Il voulait guérir le monde. C'est finalement le monde qui tente aujourd'hui de guérir de son absence. Son histoire restera à jamais une parabole moderne, celle d'un enfant devenu roi, puis prisonnier de sa propre couronne. Mais tant que ses chansons résonneront, Michael Jackson ne mourra jamais vraiment. Il continue de danser dans nos mémoires, sous la lumière d'un projecteur éternel, là où le sommeil qu'il cherchait tant s'est enfin transformé en repos.